Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour. Vous êtes député socialiste de l'Essonne. Alors excusez-moi d'avance pour ce néologisme, mais est-ce que le Parti socialiste est en train de se faire mélenchoniser ? J'ai pas l'impression que le Parti socialiste est en train de se faire réellement mélenchoniser. Non, c'est sincère. Regardez, il y a 66 députés socialistes à l'Assemblée nationale et ils essayent d'incarner une ligne spécifique, une ligne propre. Vous savez, on n'est pas dans la même situation qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, le débat, c'était Mélenchon Premier ministre. Aujourd'hui, on a vu dans la séquence que ça a commencé par là. Ça a commencé par le programme, tout le programme, rien que le programme. Ça a bougé. Ça a bougé, oui, ça a bougé. Lucie Castet a très vite indiqué qu'elle serait porteuse immanquablement de la recherche de compromis. C'est toujours votre candidate, Lucie Castet. C'est vrai que, pourquoi je vous pose cette question ? Tout simplement parce que j'ai du mal à comprendre que des socialistes puissent imaginer déposer ou voter une motion de censure contre le dernier Premier ministre socialiste, Bernard Cazeneuve. D'où ma question sur une mélenchonisation du Parti socialiste. Il y a 2 questions dans votre question. La première, c'est d'abord respecter le résultat des élections. Nous ne serions pas dans cette situation si le président de la République, comme le roi d'Espagne, comme en Allemagne, avait d'abord désigné la formation politique qui est arrivée en tête. C'est ça le respect du suffrage universel. Moi, je suis lucide. Je m'invente pas des histoires. La gauche, la coalition de gauche et des écologistes est arrivée en tête. Elle n'a pas gagné les élections. Donc, il y a eu une préférence qui a été donnée à la gauche, et donc il fallait l'entendre. Et ça aurait dû se traduire par, on part des propositions qui correspondent aux aspirations majoritaires des Français, la question du pouvoir d'achat, la question de la défense des services publics, la question des retraites, évidemment, parce que ça a été un mouvement social important en 2023. Donc, on part de ces aspirations-là. Vous êtes toujours sur un gel des retraites de cette réforme ? Le point de départ moi que j'ai été un fervent opposant à cette réforme des retraites, c'est-à-dire aux 2 années de report de l'âge légal. De 62 à 64 ans. Donc idéalement, s'il y avait eu une majorité nette qui s'était dégagée, cette réforme est abrogée. Moi, je suis lucide. Si, pour construire un accord de non-censure d'un gouvernement issu de la gauche, le chemin de passage était de dire, dans un premier temps, on suspend l'application de cette réforme, qui est toujours le premier pas vers une abrogation, mais on la suspend et on regarde si on peut la remplacer par quelque chose qui, encore une fois, ne correspond pas au maintien de 2 années supplémentaires. Si passer par là, se dire, il y a une concertation, un dialogue avec les partenaires sociaux, avec les acteurs économiques, avec l'ensemble des formations politiques, et on fait ce rendez-vous en 2027, au moment de l'élection présidentielle, alors ça aurait pu être un chemin pour rendre acceptable par les autres formations politiques qui soutenaient cette réforme des retraites. Il ne faut pas humilier l'adversaire, si j'ose dire, dans ce moment-là, et ça aurait permis d'éviter que des générations, celles qui ont 62 ans et demi, 63 ans, ne soient pas concernées l'année prochaine. Moi, vous voyez, je suis lucide. On part des propositions de gauche et on cherche à construire des compromis. Très bien, mais sur Bernard Cazeneuve, vous n'avez pas répondu totalement à ma question. Mais parce que j'ai pas eu le temps. Entre-temps, il y a une autre question. Nous, on a eu une position extrêmement claire. Nous avons dit, nous censurons tout ce qui est une continuation de la politique précédente. Parce que il y a une forme de déni du président de la République dans la période. Pourquoi on a cette partie de balle-trappe avec des noms qui sont jetés, etc. C'est parce que le président, il cherche pas justement à construire ses compromis, il cherche à préserver le périmètre de sa politique précédente. Et ça, c'est un déni par rapport au message envoyé par les électeurs. Et donc, qui peut imaginer que Bernard Cazeneuve, s'il avait été retenu ou s'il était retenu par le président de la République, se glisserait dans les habits d'un collaborateur zélé du président de la République. Ce n'était pas son intention. Hein. Et moi, je ne pense pas que c'était son intention. Je n'ai pas oublié que Bernard Cazeneuve a dit... au sein du Bureau national du Parti socialiste, a dit mardi, ne pas tomber d'accord sur le fait qu'il n'y aurait pas de censure. Bernard Cazeneuve a dit que cette réforme des retraites était injuste. Et donc, je ne peux... moi, je suppute, on n'a pas de détails des échanges qui ont eu lieu avec le président de la République, qui lui a probablement indiqué qu'il souhaiterait revenir significativement sur cette réforme des retraites et que ce qui a coincé d'ailleurs entre les deux. Mais oui, mais donc vous voyez bien, c'est donc le président de la République. Mais vous ne répondez toujours pas à la question. Y a-t-il Alors, excusez-moi d'aller peut-être jusque-là. Y a-t-il un problème Olivier Faure au sein du Parti socialiste? Il y a un congrès qui va se tenir chaque chose l'année prochaine. Voilà. Mais on sent bien que vous êtes partagé
si ce n'est divisé au sein des socialistes sur la marche à adopter ces prochains mois concernant une censure possible pour un Premier ministre qui pourrait pourtant être issu de la gauche. Mais je le redis, si un Premier ministre, je vais presque même vous dire, quel qu'il soit, arrive et est capable de dire « je vais augmenter le SMIC », nous allons geler, suspendre, abroger la réforme des retraites. Nous allons renforcer les services publics, tous, ceux de l'école, ceux de l'éducation, ceux de la police. Donc qu'ils soient de gauche ou de droite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais, mais vous voyez bien la logique des choses. Je vois mal un Premier ministre, on voit des noms de droite qui sont jetés en pâture aujourd'hui. Je vois, chacun est respectable dans ses convictions, mais je vois pas ceux-là aujourd'hui reprendre les propositions qui ont eu la préférence des Français. Et à ce moment-là, ça paraîtrait aberrant de ne pas avoir nommé celles qui étaient portées par l'ensemble de cette coalition. Et je le redis, s'agissant de Bernard Cazeneuve et de la décision du Bureau national du Parti socialiste, il n'y a pas eu un veto qui a été exprimé. Il n'y a pas eu la reprise d'une proposition qui était, dans le cas de sa nomination et à condition qu'il porte... C'est jouer avec les mots, vous le savez. Non mais voilà. Moi, le groupe socialiste en tous les cas, nous avons pris la position de dire nous censurons tout ce qui est une forme de continuation. Et donc c'est pour ça que je dis que la balle est dans le camp du président de la République. Il s'est lui-même empêtré dans cette situation. Il crée les conditions de cette instabilité et qui devient extrêmement problématique. Les urgences sociales demeurent, les urgences écologiques, la position internationale de la France. Enfin, on commence à devenir un peu ridicule. Et je pèse mes mots dans ce flottement et dans cette partie de balle. Lorsque je vous suis, vraisemblablement, Michel Barnier, vous pourriez étudier en fonction des propositions qu'il pourrait reprendre. Mais par principe, on étudiera, mais je vois mal dans un discours de politique générale. Et puis, regardez, Michel Barnier, il est issu de la formation Les Républicains. 47 députés à l'Assemblée nationale. Donc pareil, le sens de l'élection qui est arrivé en tête, la coalition de gauche et des écologistes. Et on se retrouve en plus avec le contraire de ce que le Front républicain a signifié, puisque 2 mois après, il semble que c'est donc la position des députés du RN qui soit l'arbitre de la situation. Donc tous les messages envoyés le 7 juillet sont balayés d'un revers de la main. Une préférence donnée à la gauche, un Front républicain qui a fonctionné, et la volonté de tourner la page de la politique menée par le gouvernement des missionnaires actuels ou les précédents gouvernements. Donc les Français, si ces 3 éléments qui sont quand même assez clairs dans le vote ne se retrouvent pas dans la formation du prochain gouvernement, ils vont dire mais tout ça n'a servi à rien. Et donc on méprise le suffrage universel et ça c'est la pire des choses en démocratie. Est-ce que vous irez manifester ce samedi ? Non. Pourquoi ? Mais parce que d'abord je ne vois pas les partenaires sociaux appelés à cela. Je vois une formation politique, la France Insoumise, qui a décidé toute seule d'appeler, et que ça lui arrive souvent de mettre au pied du mur ses partenaires. C'est la raison pour laquelle moi j'ai souhaité prendre des Vous n'échangez pas entre partenaires du nouveau Front populaire ? Écoutez, moi, à ma connaissance, en tous les cas, moi, je participe pas à ces échanges, et il y a une question de temporalité. C'est la même chose que la proposition de motion de destitution du président de la République. Enfin, à un moment, faut être un petit peu sérieux. Moi, je souhaite que... Ils ne sont pas sérieux lorsqu'ils agitent comme cela une proposition de destitution qui n'a aucune chance de passer. Elle n'a aucune chance de passer, et donc, il faut 2/3 des parlementaires pour la voter. Et donc, par conséquent, si elle n'a aucune chance de passer, eh bien, celui qui sortirait renforcé de la séquence, c'est le président de la République. Nous, on a toujours dit que... Il crée du désordre au-delà du désordre actuel. En cas de non-respect du sens du vote, là où ça se passe, c'est au Parlement, dans le rapport à ce gouvernement et pas dans le rapport au président de la République. Le président de la République, vous savez, là, en ce moment, il maintient le dernier pouvoir qui est le sien, qui est le pouvoir de nomination. C'est pour ça que ça dure des jours et des jours, parce que ça le met, lui, au centre du jeu. Et je pense que c'est une erreur collective. Dès le lendemain de la... et j'inclus y compris les partis de gauche et écologistes dans cette erreur-là. Dès le lendemain de la dissolution, et du résultat des élections, il n'aurait pas fallu attendre benoîtement le choix du président de la République, mais de dire nous prenons les choses en main. C'est la raison pour laquelle, avec le groupe socialiste, nous demandons à l'ensemble des formations républicaines... Pourquoi ça a été compliqué de vous mettre d'accord sur un nom ? Oui, mais attendez, franchement, le président de la République ne peut pas donner de leçons. Il y a eu 7-8 jours de flottement. Regardez, ça fait 2 mois que le président de la République, il procrastine, il tergiverse. Aujourd'hui, c'est le Parlement qui doit avoir le pouvoir. C'est le Parlement qui doit prendre les choses en main. Et donc, il faut qu'on fasse ce qu'on a du mal à faire dans la culture politique française, qu'on regarde les points sur lesquels nous pouvons être d'accord en étant chacun, en sortant de ces couloirs habituels. Je le redis, on part des propositions qui ont eu la préférence des Français, mais on regarde comment elles peuvent être, comment on peut construire des convergences. Moi, je souhaite qu'on se mette autour de la table.
à l'Assemblée nationale, que les différents groupes des forces républicaines discutent pour pouvoir... Lesquels ? C'est-à-dire le Parti socialiste, les écologistes, le Bloc central, les Républicains. L'ensemble des forces de ceux qui ont fait le Front républicain, qu'il faut pas oublier, qu'il faut pas enjamber, parce que il a fonctionné ce Front républicain, il a empêché que l'extrême droite soit majoritaire. Mais presque le même discours que Emmanuel Macron. Oui, mais sauf que coalition au centre. Sauf que non, je parle pas de coalition au centre. Je parle d'un travail parlementaire dans lequel, je le redis, sur la question des retraites, elle est passée à coup de 49-3. Et il y avait probablement, déjà en 2023, possiblement une majorité pour s'opposer à cette réforme des retraites. Est-ce qu'on peut se mettre autour de la table pour regarder dans quelles conditions une annulation, suspension, abrogation pourrait être discutée et qu'est-ce qu'on propose à la place? Parce que évidemment, il y a des enjeux pour tenir compte de la pénibilité, pour tenir compte de l'équilibre du régime de retraite à faire. Travaillons au Parlement et essayons de ne pas être dans la dépendance au président de la République, qui lui cherche à préserver ce qu'il a fait dans la précédente mandature, au détriment du message électoral qui a été envoyé par les Français. François Hollande, candidat à la prochaine présidentielle, vous parliez de temporalité, c'était le bon moment de l'annoncer. Il répondait à une question. Alors j'ai raté cet épisode. Vous parlez de François Hollande. Oui. Écoutez, ça en dit peut-être long votre étonnement. Non, mais parce que je pense que dans la période, on cherche un gouvernement. Non, je croyais que vous me parliez d'Édouard Philippe qui a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Il m'avait échappé que François Hollande pourrait être candidat, effectivement. Non, mais alors après, vous savez, il y a plein de gens qui peuvent être candidats. Sera candidat de l'alternative, celui qui pourra organiser ce rassemblement, qui incarnera, moi en tous les cas venant de la gauche, une gauche républicaine, écologiste, sociale. Ça pourrait être lui ? Qui à la fois concilie deux exigences, être fidèle à une gauche qui n'a pas peur d'assumer ses fondamentaux. Vous pouvez appeler ça une forme de radicalité, c'est-à-dire de retour aux racines de la gauche, c'est-à-dire qui assume le partage des pouvoirs, des richesses, le partage des savoirs, qui est pour une réforme du système fiscal, un soutien à l'ensemble des services publics, mais en même temps concilier crédibilité, une forme de solennité, une forme de gauche rassurante, qui n'excite pas le débat, qui n'agite pas les passions parfois négatives dans le débat. Et donc, vous pensez à qui? Non, mais moi je l'ai dit. Je pense qu'aujourd'hui, la position de la direction de la France insoumise, elle abîme la gauche, elle l'empêche d'être désirable. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous extraire, entre guillemets, de cette gauche qui abîme la gauche? Moi, personnellement, j'ai pris la décision de ne pas avoir le soutien de la France insoumise. J'ai même eu une candidature face à moi dans l'élection. Vous êtes un peu seul. Soutenue par la France insoumise. Et le chemin qui se dessine, mais encore une fois, je le dis, c'est celui de cette, non pas autonomisation, mais d'affirmation de l'identité des socialistes. Regardez, il y a quasiment autant de députés socialistes que de députés insoumis à l'Assemblée nationale. Et on se tourne de plus en plus vers les socialistes pour justement essayer de dégager des solutions. Donc, d'abord, on parlera de la présidentielle le moment venu. Là, il y a d'abord à savoir qui est le prochain Premier ministre. Il faut qu'on le fasse dans un cadre collectif. Moi, j'ai défendu de longue date l'idée d'une primaire à gauche pour permettre de dégager un candidat à l'élection présidentielle. Et j'ai entendu même Olivier Faure, lors de la conclusion des universités d'été, de dire que c'est une voie qui est possible. Et il a dit aussi quelque chose de très intéressant qui est un peu passé inaperçu. Il a dit il faudra une candidature commune de la gauche, mais si certains veulent partir tout seuls, veulent nous imposer leur thème, leur style et parfois leurs outrances, alors les socialistes sont prêts à partir tout seuls. Et donc ça, c'est déjà une affirmation du fait que nous ne serons pas... vous savez, on a dit on veut pas être les supplétifs d'Emmanuel Macron, mais il ne faut pas non plus être les suppléants de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire de ceux qui pensent qu'ils peuvent le remplacer en restant sur cette seule ligne-là. Non, il y a une singularité socialiste, et moi je souhaite, avec d'autres, pouvoir l'apporter, l'incarner, parce que je suis d'accord avec vous, cette gauche républicaine, écologique, sociale, c'est elle qui peut être le centre de gravité de la gauche et incarner l'alternance qui sera indispensable le moment venu. Merci beaucoup Jérôme Gage, c'était l'heure de votre grande interview sur CNews Europe 1.